Merci beaucoup. Donc oui, je viens ici vous parler de ce travail d'inventaire à l'occasion d'une publication dans la collection Images du patrimoine, donc qui est parue au mois de septembre dernier, et qui fait le point sur un aspect de cet inventaire des vitraux d'Indre-et-Loire que j'ai eu la mission de réaliser. Donc une mission conjointe entre l'association Rencontre avec le patrimoine religieux et la région Centre-Val de Loire, comme l'a dit Jean-François, avec, dans le cadre d'une convention pluriannuelle de partenariat. Pluriannuelle puisqu'elle a commencé de toute façon il y a plusieurs dizaines d'années, enfin oui, plusieurs années, notamment à partir de 2006, j'ai commencé à réaliser l'inventaire des vitraux de l'Indre, où j'ai pu inventorier près de 2500 verrières. Ensuite, j'ai travaillé sur l'Indre-et-Loire, où j'ai presque atteint les 3000 verrières. En fait, je les ai largement atteintes, mais j'ai supprimé les grisailles ornementales parce que voilà, sinon c'était vraiment beaucoup trop. Et je travaille actuellement sur les vitraux de l'Orléanais, sur le département du Loiret. Donc, vous voyez, donc, je suis déjà à plus de 2700 verrières, alors que je n'ai pas terminé. Donc, vous voyez qu'il y a une richesse dans tous ces départements que nous essayons de faire émerger. Et puis, 3 départements qui resteront à inventorier pour les décennies à venir, mes successeurs, pourquoi pas. Toutes ces données sont versées dans la base que nous appelons vulgairement Gertrude, mais qui en réalité s'appelle Perceval, pour patrimoine en région Centre-Val de Loire, et également dans POP, donc par des recherches moteurs de recherche assez simples. Et puis ce travail a déjà donné lieu à des publications, notamment en 2012, un travail dans la même collection, des vitraux du XXe siècle dans l'Indre, sous le contrôle scientifique de Véronique David et de Jean-François Luneau. Et pour la publication qui vient de paraître, j'ai travaillé également sous le contrôle de Jean-François Luneau, d'Elisabeth Pillet et de Valérie Moret, tous ici présents, et donc j'en profite pour les remercier pour leurs précieux conseils. En ce qui concerne les vitraux de la Touraine, vous voyez que le vitrail du XIXe siècle occupe une place assez importante, c'est pas très surprenant. Je pense que ce genre de statistique peut être établi pour la plupart des départements français. Ce qui est intéressant, c'est au sein de ce corpus 19e, la part des vitraux qui ont été réalisés en Indre-et-Loire même, par les ateliers locaux. Donc vous voyez, 85% du corpus est tourangeau de fabrication. Donc il y a vraiment là un sujet qui était déjà connu, puisque l'importance des ateliers Lobin à Tours avait déjà été mis en lumière, mais c'était l'occasion, sur la base de ce travail exhaustif d'inventaire, de reprendre la question et pourquoi pas d'affiner et d'émettre de nouvelles hypothèses. Alors je vais essayer de vous montrer de manière assez rapide différents aspects de ma recherche, que j'ai essayé d'élargir justement au-delà de la question de l'atelier Lobin et de la famille Lobin, notamment sur cette première période qui est assez mal connue, la première période du XIXe siècle, où finalement les peintres verriers ne sont pas encore à l'œuvre. On est toujours sous le règne des vitriers en quelque sorte, mais on voit réapparaître la couleur petit à petit dans les verrières. Et notamment c'est le cas à la cathédrale de Tours en 1829. On demande à l'architecte départemental et diocésain Bernard Mathias Guérin de vitrer les tympans de la façade de la cathédrale qui sont restés murés très, très longtemps, et on lui demande un agencement de vitraux de couleur tout simplement. Donc ces verrières que l'on appelle des verrières aniconiques, qui ne portent pas d'image mais simplement des couleurs et qui ne requièrent pas de talent de peintre, parce qu'il n'y a pas de peinture. C'est uniquement finalement un travail de vitrier en quelque sorte. Et ce genre de travail, j'ai pu l'identifier dans des églises néoclassiques, on va dire. Par exemple, ici à Chouzé-sur-Loire, en 1827. Alors, ce sont des verrières qui ont été très largement restaurées, mais qui reprennent finalement, qui restent fidèles au graphisme de leur état, qui était visible dans leur état d'origine, donc avec des figures géométriques à valeur symbolique, notamment ici avec des étoiles. Les premiers vitraux historiés, les premiers vitraux portant des figures, on les retrouve au château de Loches,
au logis royal, dans la tour dite d'Agnès Sorel. Ce sont des vitraux qui datent de la première moitié du XIXe siècle, à une époque où ils ont été faits à une époque où on avait installé le gisant d'Agnès Sorel, qui était dans la collégiale de Loches. On l'a installé dans cette tour du château, et pour que ce tombeau soit visible, puisque la tour était aveugle, on a ouvert des baies, et on a garni ces baies avec des verrières en lien avec l'histoire d'Agnès Sorel. Donc j'ai envie de dire qu'il s'agit d'un premier exemple de valorisation touristique, en quelque sorte, d'un monument historique. Le tombeau n'est pas encore monument historique, bien sûr, mais on a là une volonté de créer un programme en lien avec le monument présenté. Alors voilà l'état actuel à droite des verrières, malheureusement. Donc vous voyez qu'on a perdu cet encadrement à bornes et à torsade. C'est dommage, d'autant plus que ce sont des verrières issues de la manufacture de Sèvres. Donc là, nous sommes en 1834, et donc ce sont les plus anciens vitraux historiés que j'ai pu répertorier dans le département d'Indre-et-Loire. Donc vous voyez cette figure de Charles VII avec les armes de France qui fait face à une verrière consacrée à Agnès Sorel elle-même, avec ses armoiries, le Sorel, le Sceau, le sureau, et puis le chiffre imaginaire du couple, avec le C et le AS pour Agnès Sorel. Donc quelque chose d'assez pittoresque, d'assez... alors pas du tout troubadour dans le style, mais voilà, quelque chose qui ne recherche pas une vérité. Quand on voit le médaillon qui représente Agnès Sorel, on est assez éloigné de l'image que l'on en a, et habituellement. Et en fait, j'ai retrouvé le modèle à travers une gravure de Wenceslas Hollar qui découle d'un dessin d'Holbein, parce que c'est la coiffe à la Tudor qui m'avait un petit peu intrigué, qui était un petit peu anachronique par rapport à l'époque d'Agnès Sorel. Et donc voilà, j'avais pu retrouver le modèle. Donc le carton a été établi par le peintre Émile Vattier à Sèvres, et les panneaux ont été peints par Auguste Vatinel. Donc avec ce rose caractéristique, puis ces émaux caractéristiques de Sèvres. Et l'autre panneau qui représente alors Charles VII, roi des François. Donc là aussi, on a un bel anachronisme qui date bien de la création du panneau. Et j'ai pu retrouver le modèle dans un dessin de Louis Boudin, d'après une miniature du XVe siècle, qui représente Charles VII à la bataille de Tartas, au siège de Tartas. Voilà, donc quelque chose d'assez anecdotique, mais vous voyez aussi, d'un point de vue technique, les couleurs qui ont tenu, celles qui n'ont pas tenu, notamment au niveau de la coiffe du roi, qui devait être à l'origine assez proche du modèle dessiné. Donc là, ça a été une belle recherche, d'autant plus que les archives de Sèvres évoquaient cette création, mais en réalité, les archives n'avaient jamais été mises en rapport avec des vitraux éventuellement subsistants sur le terrain. Sèvres, on retrouve cette manufacture de manière indirecte en Indre-et-Loire grâce à l'intervention de François Fialet. François Fialet, qui est un peintre verrier installé au Mans, mais qui en fait, il est né à Sèvres, et il a commencé sa carrière comme peintre de bordure à la manufacture de Sèvres, et il est envoyé par la manufacture au Mans pour restaurer la grande verrière occidentale de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Et le clergé local va être tellement séduit par son travail, convaincu par son travail, j'ose pas dire de restauration, mais plutôt de recréation, qu'il va trouver un marché intéressant. Il va rester au Mans, il va s'installer au Mans, et il va participer à des expositions commerciales à Angers, à Tours, et notamment en 1841 à Tours. Il sera présent et il va présenter des vitraux restaurés, des vitraux du Mans qu'il avait restaurés, ce qui va lui ouvrir le marché tourangeau. Et donc j'ai pu retrouver dans plusieurs églises de Touraine des vitraux signés de François Fialet, ou plutôt signés Manufacture du Mans, puisque c'était sa raison sociale en quelque sorte.
Je passe assez vite. Là, vous voyez, 1846, les Lobins ne sont toujours pas entrés en scène, et donc le clergé diocésain tourangeau fait appel à cet atelier du Mans, qui finalement n'est pas très éloigné. Et là, nous sommes au Grand Pressigny, avec des verrières. Alors, vous voyez par la même occasion que la Sainte Barbe du Grand Pressigny reprend assez fidèlement la Sainte Barbe qui est au centre, ici à Fondette. Ce sont des baies libres, mais on voit que le peintre verrier a reconstitué des remplages à l'aide de la ferronnerie. C'est-à-dire qu'il y a un effet de lancette et de tympan, alors que la baie est totalement libre, normalement. Donc une réintégration de l'architecture. Et puis, là, nous sommes vraiment dans le sud de l'Indre-et-Loire, et tous les vitraux de Fialet en Indre-et-Loire, je les ai trouvés dans le sud, alors que j'imaginais pouvoir les trouver dans les régions limitrophes de la Sarthe. Et en fait, pas du tout, parce qu'ils s'étaient associés au fils d'un vitrier de Descartes, qui s'appelait Guérito, et qui en fait se servait de poseur, en quelque sorte, qui installait des verrières de Fialet dans le sud de l'Indre-et-Loire. Donc il avait la technique, il savait monter des vitraux, qu'ils soient colorés ou pas. Alors, à la même époque, dans une église nouvellement construite en bord de Loire à Bréhémont, sous la conduite de l'architecte Phidias Vestier, des vitraux de l'atelier Laurent et compagnie à Paris. Donc voilà, quand on a un architecte important qui intervient dans une église pour la construire, il peut faire appel à des ateliers parisiens. Ici, des vitraux réalisés sur les cartons d'Auguste Gallimard, donc datés de 1846. Voilà les vitraux du transept de l'église, avec l'arrivée en quelque sorte de ce décor architectural néo-gothique caractéristique. Et puis, vous voyez le vitrail de la Vierge à l'enfant qui avait fait, avant son installation à Bréhémont, l'objet d'une exposition à l'église Saint-Roch. Voilà, une exposition des produits de peintres verriers. Oui, il y a une interversion des anges latéraux qui ne sont pas installés peut-être dans le bon sens. Et donc l'illustration était parue dans la revue d'illustration, justement. Alors à la même époque, on se préoccupe en tout cas de restaurer les vitraux de la cathédrale Saint-Gatien, et on fait appel dans un premier temps à Étienne Thévenot de Clermont-Ferrand, qui est actif depuis une bonne dizaine d'années déjà, je crois 1835, ouais. Avec plus ou moins du succès. Je pense qu'il ne sera pas retenu en fait, mais il va essayer d'optimiser son voyage ou ses voyages à Tours. Et en fait, on va lui commander des vitraux pour d'autres églises de la ville, notamment l'église Saint-Saturnin. Là, nous sommes dans les années 41-42, et on ne voit ces vitraux que sur des cartes postales anciennes, puisqu'ils ont été soufflés lors des bombardements de 1944. En revanche, on voit à peu près comment se composait cette grande baie axiale, avec ces séries de personnages en pied, représentant 4 évangélistes et 4 prophètes, et on peut les rapprocher à la même époque, la même année quasiment, 1844, de la galerie qui se trouve en dessous de la rose sud de la cathédrale de Troyes, et qui est signée de Thévenot également. Donc si vous voulez, l'encadrement architectural est différent, bien sûr, il est adapté au style de l'édifice, mais en fait on a là une reprise de carton, et alors c'est difficile de donner l'antériorité de l'un à l'autre en particulier, mais en tout cas, ces vitraux de Troyes peuvent nous donner une idée assez précise de ce à quoi représentaient les prophètes du chevet de Saint-Saturnin de Tours. Voilà un détail. À la même époque, à la cathédrale Saint-Gatien de Tours, un vitrail qui restait non identifié jusqu'à présent, un vitrail 19e toujours anonyme, qui se trouve dans la chapelle des baptêmes, donc la première chapelle en entrant côté sud, un très beau baptême du Christ. Voilà le détail. Et j'ai
j'ai trouvé qu'il y avait des points de ressemblance avec l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers à la cathédrale de Bourges. Et donc donc, qui est signé de Thévenot, donc j'ai creusé cette hypothèse Thévenot, et en réalité je suis tombé sur les vitraux de la Sainte-Chapelle de Riom. Voilà, donc vous avez à droite les vitraux de la Sainte-Chapelle de Riom et à gauche le vitrail de Tours. Et en fait on a une superposition quasi parfaite, sachant que Thévenot à la même époque dirigeait la restauration des vitraux de Riom. Donc là on a un réemploi de calque, avec simplement à Tours vraiment une petite innovation, à savoir l'ajout de cette petite claire-voie, si je puis dire. C'est vraiment une signature, finalement, la reprise est tellement fidèle qu'elle vaut signature. Dans une église parisienne aussi que vous connaissez bien, Saint-Germain-l'Auxerrois, on a ici une verrière de Thévenot, qui permet de faire une comparaison avec notamment l'ange qui est à gauche, avec l'ange de Tours. Donc là, on n'a pas une reprise exacte de carton, mais on a une composition quand même qui est extrêmement proche. Voilà. Donc voilà, ça m'a permis d'attribuer cette verrière, la seule verrière 19e, encore anonyme de la cathédrale de Tours, à Étienne Thévenot. Donc vous voyez qu'avant l'arrivée de l'atelier Lobin en Touraine, avant la fondation de l'atelier, il y a finalement toute une création, et pendant ces 2 décennies, les années 1830-1840, un patrimoine verrier finalement assez riche et qui s'inscrit complètement dans l'histoire du vitrail français et de sa redécouverte dans la première moitié du 19e. À la même époque, donc toujours au milieu des années 1840, à Tours, le curé de la paroisse Saint-Pierreville cherche à refaire des vitraux. Il refait des vitraux qu'il cuit dans un atelier qui se trouve tout près de son presbytère, qui est celui du céramiste Avisso, vous savez, ce néo-Palissy, qui a une très grande renommée, bien sûr. Et donc les premiers vitraux de l'abbé Plailly sont cuits dans le four d'Avisso. Et notamment ce vitrail, qui a été fort apprécié lors d'un congrès archéologique qui s'était tenu à Tours à cette époque-là, et une médaille d'argent avait été attribuée à l'abbé Plailly, et il avait été encouragé à fonder un véritable atelier, mais les mains, en tout cas, il lui fallait un artiste pour pouvoir mener à bien ce projet, et donc il fait appel à un peintre originaire de Loches, qui s'appelait Julien Léopold Lobin. Donc voilà ce premier vitrail de l'abbé Plailly, qui est une reprise des vitraux de la nef de la cathédrale de Tours. Voilà, dont cette Vierge malheureusement assez méchamment restaurée. Mais regardez plutôt l'ange Gabriel et les analogies entre la verrière originelle et la copie de l'abbé Plailly. Voilà. Bon, je passe assez rapidement. Bon, il y a une verrière dédiée à Saint-Antoine, patron des potiers et des faïenciers, qui était la spécialité artisanale de ce quartier, de ce faubourg Saint-Pierre-des-Corps. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque j'ai refait en quelque sorte la généalogie des Lobin, et je me suis aperçu que sa maman était marchande faïencière, et que sa belle-mère était marchande faïencière aussi, et que sur son acte de mariage, les témoins étaient peintres sur faïence. Donc quand on recherche dans quel milieu artistique, dans quel milieu artisanal, si vous voulez, Lobin a pu évoluer, ou la vocation de Lobin a pu surgir, en fait, il faut la chercher dans ce milieu des peintres sur faïence du faubourg Saint-Pierre-des-Corps de Tours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en avant. Donc voilà ce portrait, cet autoportrait de Julien Léopold Lobin qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Tours. Je vous fais grâce de la généalogie, sachant que les deux belles-mères étaient sœurs, en fait. Donc Lobin avait... C'était le seul intérêt de l'arbre généalogique, c'était... Voilà, Lobin allait épouser sa cousine. Il commence une carrière de peintre d'histoire. Après son mariage, après avoir eu un premier enfant, il fait son voyage en Italie, Florence, Sienne, etc. Et il obtient une médaille au salon de 1846 avec ce Léonard peignant la Joconde. Tableau assez pittoresque dans l'esprit de l'époque, qui se trouve aujourd'hui à la mairie de Saint-Avertin.
Quelques années après son installation à Tours, donc en 1855, Chenevière vient l'interviewer en quelque sorte dans son atelier et il lui demande pourquoi il a abandonné cette carrière de peintre d'histoire qui s'offrait à lui. Il lui répond « Et mon Dieu, l'ambition bien simple de tout noble cœur qui préfère le premier rang dans un genre secondaire à la triste destinée d'être confondu toute sa vie dans la multitude des demi-génies et qui s'est quitté à temps la 20e place à Paris pour se créer la première à Tours. » Voilà, c'est lucide. Donc voilà les premiers exemples de vitraux réalisés par la manufacture de Tours, dont Lobin devient très rapidement le patron. Les lettres JM correspondent à Jean Marchand, qui est le premier directeur de la manufacture, et LL, évidemment, pour Léopold Lobin. Et vous voyez aussi la tour, qui est dérivée de la tour héraldique de la ville de Tours, et qui est le premier logotype, en quelque sorte, de la manufacture. Donc avec des vitraux d'inspiration médiévale. Alors Julien Léopold, parce que le fils c'est Lucien, il faut bien faire la nuance. Voilà, quelques vues des ateliers, de la rue des Ursulines, qui n'existent plus, qui sont des garages. Et puis le premier grand vitrail de Julien Léopold Lobin, il est réalisé à la cathédrale de Tours en 1849, un vitrail qui revient de loin puisqu'au XXe siècle il a été assez mal considéré. Le chanoine Boissonneau le considérait comme un tas épais de robes de charlatan. Il en parlait de vitrail tapis, etc. Oui. Donc voilà un style un style primitif qui est très décoratif, très chargé, qui va bien sûr s'assécher au fil du temps avec la prise d'envol de l'atelier et en quelque sorte des éléments, l'industrialisation de la production. Et puis un style qui culmine à Château-Renaud avec ses verrières néo-renaissance qui forment quasiment un mur de lumière à l'est et au sud de l'édifice. Et puis notamment cette grande verrière de la Toussaint, avec 8 verrières, 8 lancettes, 14 jours de tympan, dont le carton sera exposé au salon de 1864. Et c'est une œuvre testament, puisque Lobin meurt en 64, et son fils le fait représenter sous les traits d'un saint, ici. Un saint martyr, et puis ici son jeune frère aussi, et sa sœur. Donc voilà, c'est aussi un mémorial familial, c'est assez émouvant. On me dit qu'il ne reste déjà plus que 5 minutes, donc Château-Renaud, voilà. Donc là, voilà, je voulais faire un parallèle entre les verrières dites archéologiques du père et celles du fils. En fait, le père Lobin cherchait surtout un effet décoratif. Quand vous voyez des panneaux de près, il n'y a pas une recherche de copie ou d'imitation réelle des vitraux du XIIIe siècle. On est plus dans l'effet général. Avec le fils, ça change, surtout qu'avec la commande de vitraux pour la cathédrale de Tours, donc des vitraux qui doivent côtoyer de véritables vitraux anciens. Donc là, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Et donc il fait appel à un autre tourangeau, élève de Viollet-le-Duc, qui s'appelle Amand Clement, et qui sera au sein de l'atelier le spécialiste des vitraux dits archéologiques aujourd'hui. Donc je passe vraiment très rapidement. On voit arriver dans l'atelier des modèles. Bon, je crois que tout le monde reconnaît le panneau du Mans qui est copié ici à Saint-Étienne-de-Tours. Donc on voit arriver les modèles anciens. Et puis Lobin fils, c'est vrai qu'il est aussi en recherche, en quelque sorte, d'une cohérence avec l'édifice qu'il est en train de vitrer. On est ici à Richelieu, donc à une toute autre époque, dans l'église construite par Le Mercier. Et le choix qu'il fait avec ses verrières d'inspiration classique, en quelque sorte, à fond blanc, tranche avec ce que Gesta de Toulouse avait fait 10 ans auparavant. D'un point de vue décoratif, finalement, Gesta utilise le répertoire baroque avec ses cuirs découpés, ses têtes d'ange ailées, etc. Mais ça ne correspond à rien en termes de vitrail qui aurait pu exister au XVIIe siècle. Alors que Lobin, on sent qu'il fait un effort différent. Voilà. Il y a une recherche réelle
d'accointance en quelque sorte avec le vitrail, avec l'architecture du XVIIe siècle. Et ces vitraux vont être, ce style-là va être réutilisé par Lobin à la cathédrale de La Rochelle, notamment. Pour terminer, je ne voudrais pas que l'atelier, le foyer tourangeau se résume uniquement à la famille Lobin. Et on peut évoquer également l'atelier Fournier. Et puis pour sortir du vitrail purement religieux, je vous présente la grande verrière de la brasserie L'Univers à Tours, donc au bas de l'avenue Cramont, place Jean Jaurès, avec une verrière qui était attribuée au fils Fournier, qui se faisait appeler Lux Fournier, né Lucien Fournier, et datée de 1896. Or, quand j'ai fait l'inventaire, j'ai trouvé la date de 1886 avec la signature du père. Donc j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. J'avais les signatures du père et du fils, et en fait j'ai trouvé, donc vous voyez, voilà ces figures là de l'aurore et de la nuit d'après Bouguereau, très certainement. Bouguereau qui est copié ici avec la Genèse de Bacchus. Donc vous voyez, on a le nom de l'architecte et puis on a la datation 1896. Or sur les verrières, derrière les différents mascarons, on trouve la date de 1886 avec la signature du père. Et à l'arrière, en fait, on voit l'emplacement d'une ancienne coupole, plus petite. Et donc c'est le fruit, la coupole qu'on voit aujourd'hui est le fruit d'un agrandissement de l'établissement vers l'avenue Gramont. Et donc on a démantelé l'ancienne coupole et on l'a agrandie. Donc là c'est une proposition assez simple, évidente je pense, de la coupole d'origine, avec la nuit et l'aurore qui se faisaient face, et les deux scènes un peu magiques, on va dire, de Carnaval et puis la Genèse de Bacchus, qui se faisaient face également. Et quand l'ensemble a été agrandi, les deux figures de la nuit et de l'aurore ont été mises côte à côte, et en face, le fils Fournier a créé cette scène champêtre. Voilà. Et donc Lux Fournier, à qui on attribue la totalité de la création, n'a réalisé qu'un côté, n'a réalisé qu'un panneau. Et donc là, vous avez un concert champêtre au château de Chaumont, à la manière des Joyeuses Compagnies du XVIIe siècle. Alors le programme est clair sur 2 cartouches latéraux, de joie cornemuson, en beuverie Esbaudisson. Donc voilà, c'était une salle des fêtes. Et puis pour vraiment terminer, voilà, la Touraine a été également a accueilli des vitraux parisiens, des peintres verriers parisiens, des peintres verriers de différents horizons. Ici, je vous montre les vitraux de Camp de Saint-Martin, réalisés par Gaudin en 1900, d'après les cartons d'Émile de Lalande, donc un des meilleurs cartonniers dans ce domaine-là. Et si Gaudin était présent en Touraine, c'est parce que son prédécesseur l'était aussi pas mal, Eugène Oudinot. Eugène Oudinot qui avait travaillé à la restauration de l'abbatiale de Preuilly-sur-Claise. Il avait travaillé également à la collégiale de Monttrésor. Et Anatole de Baudot, qui restaure l'abbatiale de Preuilly-sur-Claise, fait appel à Oudinot pour la création des vitraux d'une église qu'il construit dans le style néo-roman à Saint-Flovier. Et ces vitraux de Saint-Flovier sont créés donc par Eugène Oudinot en 1888 sur des cartons de Luc-Olivier Merson. Donc Saint-Flovier, je ne sais pas, c'est quelques centaines d'habitants, c'est vraiment perdu entre le Berry et la Touraine, et on a là des vitraux de Luc-Olivier Merson, qui est quand même une des plus grandes signatures du XIXe siècle, grand décorateur, hôtel de ville, bibliothèque nationale, etc., des commandes aux États-Unis, et puis vous voyez ce vitrail de Saint-Flovier et de Sainte-Julite, qui sont très, très beaux. Vous voyez le monogramme de Luc-Olivier Merson ici, ce décor de Cœur de Marie en bordure, et puis, comme Jean-François me le rappelle justement, le premier usage de verre américain, vous voyez ici dans les colonnettes, le premier emploi de verre américain dans le vitrail religieux en France en 1888. Donc vous voyez que du fin fond de notre Touraine, on peut continuer et enrichir l'histoire du vitrail, de sa redécouverte et de son développement au XIXe siècle. Je vous remercie.